Je me souviens du moment où j'ai prononcé le mot « non » aussi clairement que je me souviens de mon propre nom. Nous étions dans notre cuisine, la lumière de fin d'après-midi perçant les stores et dessinant des rayures sur le plan de travail. Kila s'appuyait contre l'îlot central, les bras croisés, les lèvres pincées de cette expression suppliante et pleine d'espoir qu'elle avait quand elle savait que j'allais céder. Juste pour un moment, dit-elle d'une voix douce et enjôleuse. Ronin est dans une situation difficile. Il ne sera là que le temps de se remettre sur pied. Je regardais derrière elle la porte-fenêtre coulissante qui menait à notre petit jardin. Au-delà, le chien de notre voisin tournait en rond. Je réalisais alors que j'avais déjà vu les caprices de Ronan, ses innombrables tours de passe-passe, ses rires bruyants qui résonnaient dans ma maison d'enfance, et son habitude d'emprunter de l'argent, toujours en me promettant qu'il me rembourserait bientôt, ce qui n'arrivait jamais. Alors, je croisai le regard de Kila, penchai la tête en arrière et expirai lentement. Non. Son expression frémit l'espace d'une seconde avant qu'elle ne récite sa réponse préparée. Mais il est de la famille. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement répété « non », du même ton calme que j'emploierais dans une salle de réunion pour refuser une offre catastrophique. Elle ouvrit la bouche, puis la referma comme si elle goûtait un goût amer. Je pensais que la conversation était close jusqu'au lendemain soir, où je découvris ma vie empilée dans des sacs poubelles noirs. Je suis rentré à la maison peu après 18 heures. Le ciel, d'un mélange de rose et de gris, s'illuminait de la lumière du porche. Les fenêtres de notre maison brillaient faiblement dans la lueur crépusculaire. À l'intérieur, toute douce lueur des lampes avait disparu. Pas d'accueil chaleureux, pas de bruit de pas derrière la porte. À la place, j'ai trouvé la lumière de notre garage allumée. Et là, au centre du sol en béton, appuyée contre le mur, se dressait une montagne de sacs poubelles si pleine qu'elle semblait prête à éclater. Mes vêtements, mes boîtes à outils, mes dossiers de travail, et même les diplômes encadrés de mes années d'université étaient entassés dans ces sacs. Une chaise pliante était posée devant eux, et sur cette chaise se trouvait une vétérinaire, la mère de Kila, perchée telle une reine sur un trône improvisé. Dès que j'ai franchi la porte du garage, ses lèvres se sont retroussées en un sourire suffisant. Elle portait mon vieux sweat à capuche, celui que je croyais perdu depuis des années, et sirotait ma tasse à café préférée, dont le bord était ébréché mais poli par l'usage quotidien. Elle me regardait par-dessus le bord de la tasse. « Tu n'as pas le contrôle sur les décisions familiales », déclara-t-elle comme si elle citait un texte sacré. Son ton n'était ni fort ni colérique. Il était plat et condescendant, comme si j'étais une enfant désagréable qui avait besoin d'être corrigée. Je sentis ma mâchoire se serrer. Ma gorge se noua sous la surprise et la douleur. Je m'attendais à ce que Kila proteste, pleure peut-être, ou au moins supplie. Au lieu de cela, elle se tenait derrière sa mère, les poings serrés, les yeux baissés. Elle ne dit rien. Dans ce silence, je réalisais que je n'étais pas seulement exclu de chez moi. J'étais effacé. Je m'étranglais. Kila, qu'est-ce que c'est? Pourquoi la laisses-tu faire ça? Ma voix trahissait plus de douleur que de colère. J'étais prise entre l'incrédulité et la rage. Yet posa la tasse et tendit sa main libre vers Kila d'un geste lent et délibéré. Chérie, dit-elle doucement. Va, profite bien de ta soirée. On s'en occupe. Ma femme me répondit par un silence, son regard se perdant dans le sol, puis dans le garage, où ma vie était empaquetée et m'attendait. Mon cœur battait fort tandis que je m'avançais. Ce sont mes affaires, dis-je en désignant le tas de sacs. Mes outils, mes dossiers. Tu ne peux pas? Ma voix s'éteignit. Yvette me fit signe de reculer. Tes affaires sont là, dit-elle joyeusement. Mais à ta place, je m'assiérai et je laisserai les adultes parler. Elle tapota la chaise pliante à côté d'elle. L'absurdité de la situation me fit presque rire. Si je n'avais pas été trahi, si ma vie n'avait pas été détruite en une seule soirée. Au lieu de cela, j'avalais ma salive et ma scie, les pieds en plastique de la chaise gémissant sous mon poids. Je fixais les sacs. Mes mains me démangeaient de les déchirer, de jeter tout ce qui n'était pas à moi. Les robes de Kila, ses chaussures, la moindre trace de sa présence. Mais je contrôlais mon impulsion. J'avais besoin de réponses, pas de. Encore du chaos. Je me suis donc assis, les épaules voûtées, tandis qu'Yvette se renversait dans son fauteuil et croisait les jambes. Elle a entamé sa litanie de griefs comme si elle lisait un texte. Ton père n'a pas bien traité ma fille. Tu as été distant. Tu as été négligent. Et puis tu as refusé d'aider Ronin.
Sa voix était accusatrice. J'ai fermé les yeux et compté en silence. Un Mississippi, 2 Mississippi. Je me suis forcé à respirer calmement. Lorsqu'elle a marqué une pause pour faire effet, j'ai parlé. Tu es chez moi, ai-je dit doucement. Chez moi, et tu utilises mes affaires pour te faire comprendre. Que pensais-tu qu'il se passerait si tu m'avais enfermé dehors? Ma question a résonné dans l'espace vide entre nous. Elle a renversé la tête en arrière, caressant ses lèvres avec satisfaction. Ta femme et moi avons décidé pour toi, a-t-elle dit. Tu as eu ta chance de faire partie de la famille. Tu as dit non. Alors maintenant, tu peux partir. Une seconde plus tard, j'ai senti la présence de Kila à mes côtés. Son ombre, en réalité, car elle restait derrière moi, en retrait, refusant de me faire face. Je ne me suis pas retourné. Au lieu de cela, je me suis levé lentement, la chaise raclant le béton, et j'ai respiré l'air qui sentait légèrement l'essence et le café renversé. J'ai regardé ma belle-mère et j'ai dit, bon, je m'en vais, mais pas avant d'avoir récupéré mes affaires. Ma voix était basse, mais ferme. Je parie qu'elle a haussé les épaules, comme si elle ne m'inquiétait pas. Elles sont toutes là. Tes affaires. Fais tes valises et va-t'en. Puis elle a levé sa tasse et a bu une gorgée comme si notre confrontation n'était qu'un simple goûter. Je me suis retourné et suis sorti du garage, les mains dans les poches, le cœur serré par la trahison. Dans le crépuscule, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai appuyé mon front contre le métal froid. J'ai poussé un long soupir, goûtant à la fois amertume et résolution. Ce n'était plus une dispute à propos d'un cousin qui emménageait. C'était la guerre, et je venais d'accepter la bataille. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas supplié. Je suis simplement parti. Lorsque la porte s'est refermée derrière moi, le monde m'a semblé creux, comme un écho. Piégé dans un canyon. Je suis monté dans ma voiture, le cœur battant à un rythme qui me semblait trop rapide, trop urgent. Mes mains agrippaient le volant comme pour échapper à la trahison. J'ai conduit sans destination précise, sillonnant des rues que je connaissais par cœur, les lampadaires se transformant en rubans jaunes et blancs. Finalement, je me suis retrouvé devant un petit hôtel sans prétention, de ceux avec des néons clignotants et un parking qui sentait légèrement l'essence et la chaussée mouillée. Je me suis arrêté à la réception, j'ai payé avec ma carte de débit et j'ai tenté de m'enregistrer. L'employé derrière le comptoir m'a adressé un sourire poli en approchant le lecteur de cartes. J'ai tapé sur le clavier, saisi mon code PIN et regardé l'écran de la machine clignoter et calculer. Puis son sourire s'est renforcé et son regard s'est posé sur l'écran. Je suis désolé, monsieur, a-t-il dit, la voix coupée. Cette transaction ne peut pas être traitée. Votre carte a été refusée. L'aspirateur dentaire dans ma mémoire, aigu, intrusif, indésirable, m'a fait perdre connaissance. J'ai avalé ma gorge serrée et rendu la carte. Refusé? Ai-je répété? J'ai eu l'impression que la terre s'était dérobée sous mes pieds. L'employé m'a adressé un signe de tête compatissant et a imprimé un reçu dont je ne voulais pas, puis l'a déposé sur le comptoir. Vous devriez peut-être contacter votre banque. Je suis retourné dans le couloir, chaque pas résonnant sur le sol en linoléum. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro au dos de la carte, le pouls résonnant dans mes oreilles. Merci de votre appel, a dit la voix automatique. Tellement joyeuse que c'en était tesséurant. J'ai parcouru les invites, appuyant sur les chiffres pour joindre une personne réelle. Lorsque la représentante de la banque a pris le téléphone, j'ai appris la vérité en termes crus et aussi tranchants que du verre brisé. Le titulaire principal du compte avait changé hier. Elle m'a informé d'un ton neutre, sans pitié ni surprise. Monsieur Archer n'est plus signataire autorisé de ce compte. Mon cœur s'est arrêté. J'ai fermé les yeux, pris une inspiration et demandé, et mon nom, a-t-elle cliqué sur son écran. Puis, avec un calme procédural, elle ajouta, un nouveau compte courant a été ouvert et presque tous les fonds ont été virés hier après-midi. C'était comme entendre quelqu'un décrire une scène de dévastation, une scène qu'il aurait méticuleusement orchestrée dans mon dos. Je me suis affalé sur le trottoir devant l'hôtel, le dos contre les briques peintes du bâtiment. L'air de la nuit était frais, chargé du péché de l'asphalte humide et des gaz d'échappement lointains. Mon esprit s'emballait comme si j'étais prisonnière d'une machine à laver réglée à fond. Les traces de mes derniers chèques de paie, de mes économies d'urgence, de mon loyer, tout s'est évanoui. J'ai senti des larmes couler au coin de mes yeux, mais je les ai refoulées. Il ne s'agissait pas de l'arrivée d'un cousin ou d'un désaccord sur la générosité.
C'était quelque chose de plus profond, de plus froid, une attaque en règle contre ma vie. J'ai pensé au visage de Kila, inexpressif, distant, se retirant tandis que sa mère prenait le contrôle de notre maison. Je me suis souvenu de la façon dont j'avais soulevé sa tasse de café et m'avais congédié d'un ton condescendant, comme si j'étais un léger inconvénient pour elle. Grand projet. Je me suis souvenu du sac plastique contenant la vieille trousse à outils de mon grand-père, probablement sur une étagère, et de mes dossiers de travail soigneusement classés, essentiels pour les délais que je ne pouvais pas tenir. Je serrais mon téléphone plus fort, le pouce sur le cadran qui me mettrait en contact avec les services d'urgence ou un avocat. Mais d'abord, il me fallait des preuves. Il me fallait des instructions. Je me tenais là, vêtu de la poussière de mon jean, puis je suis rentré dans le hall. L'employé m'a jeté un coup d'œil à mon approche, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Tout va bien, monsieur ?» a-t-il demandé. Ma voix était plus basse que je ne l'aurais voulu. « Non » ai-je répondu sèchement. « Ce n'est pas bien. » Il semblait vouloir m'aider, mais ne savait pas comment. J'ai marmonné des excuses et me suis retourné pour me diriger vers ma voiture. Le moteur tournait au ralenti lorsque j'ai appelé Matteo Parish. Mon avocat, vif, efficace, quelqu'un qui ne sous-estimait jamais une dispute. Sa messagerie vocale a décroché et j'ai laissé un message touristique. Ronin a emménagé. Compte bloqué. Transfert de fonds. Besoin de parler au plus vite. J'ai raccroché et suis resté assis en silence, les phares traçant des arcs lumineux sur le parking asphalté. Je me suis repassé les mots de la banque, retirés de la liste des signataires autorisés. Cette phrase m'a paru comme un verdict. J'ai sorti mon portefeuille de ma poche, effleurant du doigt les quelques billets que j'avais glissés au coffre pour les urgences. J'ai vérifié le solde d'une carte de crédit secondaire, refusée. J'ai essayé une autre carte refusée. La panique me tenaillait, mais je me suis efforcé de me calmer. Je pouvais m'en sortir. Je n'avais pas le choix. J'ai coupé le moteur, je suis sorti et j'ai fait le tour du coffre. Dessous la bâche, j'ai sorti ma boîte à outils, mon bien le plus fiable. S'il pensait pouvoir m'effacer, il n'avait pas pris en compte ma résilience. J'ai appelé Arlo, mon collègue, l'une des rares personnes à savoir que notre situation était précaire. Il a répondu à la deuxième sonnerie. « Salut mec », a-t-il dit, inquiet. J'ai dégluti, la voix rauque. J'ai besoin d'un endroit où dormir. Mon compte a été bloqué. Vidé. Mes maisons. Je m'interrompis, l'émotion me suffoquait. Arlo n'hésita pas, je t'envoie l'adresse par SMS quand tu veux. Tu n'es pas seul. Je conduisis jusqu'à son appartement, le bruit des pneus chuchotant sur la route. Sur le siège passager se trouvait l'unique vêtement de rechange que j'avais réussi à attraper avant que mon accès bancaire ne soit révoqué. Je fixai l'espace vide sur la portière passager où je cachais l'argent d'urgence. N'étant plus là, je me sentais déstabilisé, mais aussi étrangement concentré. Ce n'était pas juste une dispute. C'était une déclaration de guerre. S'ils voulaient m'effacer, ils apprendraient bientôt à quel point je pouvais être indélébile. Cette nuit-là, je dormis dans la chambre d'Annie d'Arlo, épuisé d'avoir enfin retrouvé mon retard. Mais mon sommeil fut agité, hanté par des rêves d'un vétérinaire sirotant un café sur mon canapé et de Ronin se prélassant dans mon fauteuil. Dans ces rêves, je me réveillais trempé de sueur, certain de ne jamais retrouver ma vie. Puis je me redressai, le cœur battant, et me rappelai que je le récupérerais. Ce n'était pas une question d'hospitalité ou de loyauté familiale. C'était une question de pouvoir, de confiance et des nuances de la trahison. Et j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. J'ai passé la nuit garé à 2 pâtés de maison de chez moi, les vitres embuées par mon propre souffle. Ma voiture était le seul endroit où je me sentais suffisamment en sécurité pour réfléchir. Le lampadaire dehors projetait une faible lueur à travers le pare-brise, illuminant un monde qui semblait sans dessus-dessous. Je revivais chaque instant depuis que j'avais poussé la porte du garage. Silence pilote. Le sourire narquois d'Yvette, le côté étouffant de ma vie ensachée dans des sacs poubelles. Je caressais le volant, mes doigts parcourant le cuir jusqu'à presque sentir la chaleur de mon ancienne routine. Rentré du travail, dîner rapidement dans la cuisine que j'avais autrefois adorée, échanger des blagues avec Kila sur nos prochaines vacances. Mais tout cela avait disparu, dépouillé en une seule soirée. Le matin arriva pas l'effroi. J'avais un sommeil agité, me réveillant toutes les heures pour vérifier le rétroviseur, me demandant si quelqu'un avait il m'a suivi. Finalement, j'ai ouvert la portière,
sauté dans l'herbe craquante et me suis dirigé vers la banque, première tâche sur la liste des tâches à accomplir. La banque était un bâtiment terne et sans fenêtre, avec des néons qui bourdonnaient au-dessus de ma tête et un hall d'entrée recouvert d'une moquette grise industrielle. Le gardien à l'entrée m'a à peine regardé entrer, mais j'ai reconnu le poids de mon désespoir et la façon dont mes épaules s'affaissaient. À l'intérieur, je me suis assis à un comptoir du service client et j'ai raconté l'histoire, compte bloqué, fonds volés, mon nom effacé. L'expression du directeur est passée d'un détachement poli à un vif intérêt. Il posait des questions, des dates, des montants de transactions, des numéros de compte, chaque détail que je donnais me semblait être un point d'interrogation dans un dossier que j'avais rapidement monté. Au moins, il m'écoutait. Muni de la confirmation de la banque que Kila m'avait bien retiré de mon rôle de signataire autorisé et avait transféré des fonds, ouvrant même un nouveau compte en mon absence, je suis ressorti avec une pile de relevés imprimés. Chaque feuille était un témoignage de trahison. Des lignes de chiffres qui représentaient mon retard. Des salaires, des économies d'urgence et des mois de planification minutieuse. Mon nom, autrefois inscrit en gras sur le compte, avait disparu comme de la craie sous la pluie. J'ai plié les papiers et les ai glissés dans mon sac à bandoulière, à côté de ma boîte à outils. Le jeu de clés et de douilles de mon grand-père, qui comptait plus pour moi que leur utilité. Si la vie était devenue un champ de bataille, j'avais besoin de mes outils pour reconstruire. Le prochain point sur ma liste était l'acte de propriété de la maison. La copropriété était mon seul point d'appui. Je me suis rendu à la mairie où le bureau des archives était une pièce exiguë qui sentait le vieux papier et le café. Un employé a récupéré l'acte. Archer et Kila Mercé, copropriétaires. Ces mots étaient une bouée de sauvetage. J'ai tracé mon doigt sous ma signature, ressentant un soulagement. Au moins, on ne pouvait pas abandonner ce terrain si facilement. L'acte en poche, je me suis arrêté dans le couloir, le regard fixé au loin comme si j'attendais Kila ou un vétérinaire à la fin. Personne n'est venu. Le vide résonnait, me rappelant ma solitude dans cette situation. Je suis retourné dans mon quartier, le cœur battant, en m'arrêtant 2 pâtés de maisons plus loin. À travers les vitres teintées de leur allée, j'ai aperçu le SUV d'Yvet et le pick-up cabossé de Ronan garés côte à côte. Mon pouls battait si fort que je l'entendais presque dans le silence de la rue. Je suis sorti de ma voiture et j'ai longé la maison à pas feutrés, m'accroupissant jusqu'à la fenêtre de la salle à manger. À travers la vitre, j'ai aperçu une vétérinaire perchée au bout de la table, portant à nouveau mon sweat à capuche, ses cheveux argentés illuminés par un rayon de lumière matinale. Elle sirotait mon café dans ma tasse ébréchée, la vapeur montant vers son visage. Son regard a croisé le mien à travers la vitre, et elle n'a pas semblé surprise. Elle avait l'air triomphante. J'ai ravalé ma salive en hochant la tête, de rage et de peur, puis je me suis glissé dans l'ombre et me suis approché de la porte latérale. Elle n'était pas verrouillée. Bien sûr qu'elle l'était. Dans un léger grincement, je l'ai ouverte et suis entré dans le couloir. L'odeur du café infusé est quelque chose que je ne pouvais pas. Mon nom, un profond sentiment de contrôle m'envahit. Je me dirigeais silencieusement, presque invisible, vers la porte du garage. À travers les vitres, je pouvais voir les sacs poubelles empilés contre le mur. Des outils jonchaient le sol comme si quelqu'un avait fouillé et jeté quelque chose d'important. La panique et la fureur me tenaient la poitrine. Je m'efforçais de rester calme, sachant que tout geste impulsif pourrait me coûter mon avantage juridique. Je poussai la porte et entrai. L'écho familier du béton sous mes pieds me fit un choc. C'est alors que j'entendis sa voix. J'ai dit à Kila que tu reviendrais pour ça. Avette se tenait au centre du garage, les mains sur les hanches, le coude pointé vers les sacs. Elle ne parut pas surprise que je sois entré sans y être invité. Au contraire, elle plissa les yeux et s'adossa contre l'encadrement de la porte. Tu es toujours sur l'acte de propriété, alors tu peux récupérer tes affaires. Je ne t'en empêcherai pas, mais ne pense pas que tu puisses rester. Ma poitrine se serra. Je serrai le poing pour ne pas trembler. Tu trouves ça juste, demandai-je. Tu crois que je traiterais ta fille comme ça? Ma voix était rauque, mais ferme. Elle ricana, un rire sec qui me calma. Juste? La vie est injuste, ma chérie. Tu as préféré ton argent à ta famille. Tu as choisi de dire non à Ronin. Et maintenant, tu vas dire adieu à tout le reste. Donne-moi juste mes affaires, dis-je à voix basse. Laisse-moi mes outils, mes dossiers. J'en ai besoin. Elle inclina la tête vers une allée entre les sacs. Tout est là, mais si tu touches à un sac qui n'est pas le tien, je n'hésiterai pas à appeler la police.
Elle inclina le menton, pleine d'espoir. Mon instinct me disait de me jeter sur elle. Déchirer ses sacs. Sauver ma vie. Au lieu de cela, j'avalai difficilement ma salive, me penchai et pris le premier sac de la file. Il ondulait sous ma main. Des sweatshirts, des chemises de travail, le poids familier de ma garde-robe. Je le déposai délicatement dans mon sac, puis un autre, et encore un autre aussi vite que possible sans déchirer le plastique. Yvette regardait, les bras croisés, l'air indéchiffrable. Debout, ma besace affaissée à mes côtés, je la rencontrai. Regarde. Ce n'est pas fini, dis-je. Ma voix résonna dans l'espace exigu. Elle afficha le même sourire triomphant. Ça ne fait que commencer. Je sortis du garage à reculons, refusant de jeter un coup d'œil à la maison qui ne me semblait plus être la mienne. Dehors, j'expirais, l'air ayant un goût d'acier froid et de détermination. Mes outils pesaient lourd sur mon dos, mais ils étaient à moi. Et je réalisais quelque chose de crucial. Ils pouvaient construire aussi bien que démonter. Et c'était exactement ce que je comptais faire. L'air d'avant l'aube était vif quand je revins dans le quartier. Le ciel était d'un bleu gris pâle et la rue silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain d'un bus solitaire faisant sa tournée. Je me garai 2 maisons plus loin et me glissai hors de la voiture, remontant la capuche de mon sweatshirt par-dessus ma tête et appuyant ma main contre la vitre du garage pour regarder à l'intérieur. À travers la vitre poussiéreuse, je pus voir Yette assise sur la chaise pliante, sirotant un café dans ma tasse ébréchée, tandis que Ronan se prélassait derrière elle au sommet d'une pile de cartons. Il consultait son téléphone. Le garage était un cimetière. Mon cimetière était rempli de sacs poubelles déformés par leur contenu gonflé. Des outils jonchaient le sol parmi les restes déchiquetés de documents qui étaient autrefois mes dossiers professionnels et mes archives personnelles. Ma poitrine se serra en voyant le site, mais je calmai ma respiration, me rappelant que j'étais toujours sur l'acte de propriété. Cette maison était encore en partie à moi. Je reculai, le cœur battant, puis poussai la porte latérale. Elle grinça de façon inquiétante et Yvette et Ronan levèrent les yeux. Yette haussa un sourcil et tapota la coudoir du fauteuil. De retour, Archer, dit-elle d'une voix condescendante. J'avais dit à Kila que tu viendrais pour ça. Elle fit un geste vers les sacs poubelles. Tes affaires sont toutes là-dedans. Serre-toi. Son sourire était fragile, comme une poupée de porcelaine brisée. J'entrai, laissant la porte se refermer, laissant le léger clic de la serrure résonner derrière moi. L'odeur de poussière et d'huile me frappa, mêlée à l'acidité du café et à quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer. Un triomphe, peut-être de sa part. Je ravalai une vague de colère et dis, bas et mesuré, je suis là pour te remercier. Mes mots résonnèrent sur le sol en béton. Ronan ricana, mais Yvette le fit taire d'un geste de la main. Je l'ai dépassé discrètement, scrutant la scène. Ma boîte à outils, autrefois méticuleusement rangée, gisait ouverte sur le sol. Mes dossiers de travail avaient été déchiquetés en confettis illisibles. Mon acte de naissance, emballé dans une pochette plastique, avait complètement disparu. Des milliers de reçus que j'avais conservés. Les originaux de mes diplômes d'ingénieur, mes lettres personnelles, tout avait disparu ou été réduit en lambeaux. L'air était lourd de l'injustice, de la cruauté irréfléchie. Je pensais qu'ils... Laisse-moi au moins l'essentiel. Mais non, ils avaient l'intention de m'effacer complètement. Yvette se leva de sa chaise et s'avança, un sourire malicieux aux lèvres. Je ne sais pas de quoi tu te plains. Tes affaires sont là. Que veux-tu d'autre? Je serrai les poings, luttant contre l'envie de l'attraper par le col et de la faire entendre raison. Au lieu de cela, je me rappelais que je devais rester calme. La lucidité était ma seule arme désormais. Je veux tout, dis-je d'une voix contrôlée mais ferme. Je veux mes outils, mes dossiers, tout ce qui m'appartient. Je désignai les papiers déchiquetés d'un signe de tête, même s'ils sont en morceaux. Les lèvres d'Yvette tressaillirent, mais elle tint bon. Tes affaires sont dans les sacs. Prends-les et va-t'en. Je me dirigeai vers la première rangée de sacs poubelles et m'agenouillai. Le plastique était si fin que je pouvais sentir la forme des chemises et des jeans pliés à l'intérieur. Je tirai sur le haut d'un sac et le déchirai, le plastique se déchirant avec une force fulgurante. Un claquement sec. Du coton et du dénime tombèrent. Je rassemblai les vêtements et les pliai à la hâte, les fourrant dans le sac marin que j'avais emporté. Ensuite, je fouillai dans un autre sac rempli d'articles ménagers divers et variés,
de cadres photo, de câbles de rechange et d'un chargeur d'ordinateur portable supplémentaire. Rien d'essentiel. Je les rangeais en piles bien nettes. À mi-chemin, Ronan se leva pour se pencher sur mon épaule, le souffle chaud et aigre. « Trouvez ce qu'il faut, me railla-t-il. » Je ne le regardais pas. Yvette s'avança. « Ignore-le, dit-elle d'une voix douce mais venimeuse. Il ne peut s'en empêcher. » Je continuais à trier les sacs, cherchant une forme familière, ma boîte à outils. Un soulagement m'envahit lorsque je la soulevai, sentant le métal froid dans mes mains. Je la portai sur le côté, puis retournai en chercher d'autres. La frustration monta en moi à mesure que je rencontrais sac après sac d'objets abîmés. Mes cahiers d'ingénieur soigneusement conservés, maintenant humides et tachés. Mes déclarations d'impôts déchiquetées en minuscules lambeaux. La courte pointe de ma grand-mère coupée en morceaux. J'avais pris tant de soin à les protéger. Des choses, et pourtant, elles étaient là, profanées. J'ai serré les lèvres et j'ai accéléré le pas. Je ne voulais pas qu'on me voie faiblir. Enfin, j'ai approché la dernière section du garage où étaient rangés les objets les plus volumineux, le vieil établi que j'avais construit, les fournitures de jardinage que j'utilisais pour mes projets du week-end, et quelques cartons portant la faible écriture de ma mère. En ouvrant l'un d'eux, j'ai découvert des restes de photos de famille, maintenant tachées et enroulées. Mon enfance, mon mariage, mes vacances en famille. Ma vision se brouillait, mais je clignais des yeux avec force, luttant contre la douleur des larmes. C'était sacré pour moi. J'ai soigneusement rangé les photos dans une pochette en plastique que je portais dans la poche de mon manteau. Je me suis levé, les épaules lourdes sous le poids de mon sac de sport et de la dévastation émotionnelle. J'ai croisé le regard d'Yvette, essayant de lui exprimer l'énormité de sa trahison. Son expression restait suffisante, mais j'ai cru y voir une lueur. Du regret peut-être, ou de la culpabilité avant qu'elle ne le masque. Je marquai une pause, respirant profondément, et dis, « Tu savais que tu ne pouvais pas tout jeter. Tu savais que c'était des documents importants. » Je désignai les papiers déchiquetés d'un signe de tête. Il fallait tout déchiqueter pour avoir l'impression d'avoir gagné. Elle haussa les épaules comme pour chasser une mouche. Je voulais être sûr que tu ne te sentes pas la bienvenue. Son ton était triomphant. Mission accomplie. Mon sang bourdonnait dans mes oreilles. Je fermai les yeux un instant pour calmer la tempête intérieure. En les rouvrant, je parlais d'une voix douce. Ce n'est pas fini. Je vais tout défaire. Yvette leva les yeux au ciel, mais quelque chose dans sa posture se détendit. Je jetai le sac sur mon épaule et soulevai la boîte à outils dans mon autre main. Chaque pas en arrière vers la porte me donnait l'impression de retrouver un peu de dignité. Je m'arrêtai sur le seuil et dis, « Si tu touches encore à mes biens, je porterai plainte. » Tu me comprends. Elle baissa le menton d'un air dédaigneux. « Fais ce que tu veux. » Je sortis du garage, les portes se refermant derrière moi avec un bruit sourd qui résonna comme une promesse. Dehors, la matinée s'était transformée en une claire journée de printemps. Le chant des oiseaux dans les arbres contrastait cruellement avec la dévastation intérieure. Je hissai mon sac et ma boîte à outils à l'arrière de ma voiture, puis m'étirai, sentant la mémoire musculaire de chaque outil, de chaque document, commencer à s'agiter. Je me glissai sur le siège conducteur, porte verrouillée, et pressai mon front contre le volant. Je laissai échapper un long soupir, goûtant à la fois le chagrin et la résolution. Ils avaient essayé de m'effacer. Ils avaient échoué. Maintenant, j'allais reconstruire brique par brique, document par document, jusqu'à ce que chaque morceau de moi mis de côté retrouve sa place. Lorsque je suis entré pour la première fois dans le bureau de Matteo Parish, j'ai eu l'impression d'entrer dans un sanctuaire. Les murs étaient tapissés d'étagères remplies d'ouvrages juridiques, ces sentinelles silencieuses de la justice. Le soleil entrait à flots. À travers les hautes fenêtres, des poussières lumineuses dansaient dans l'air, telles de minuscules témoins de mon sort. Matteo était assis derrière son bureau en chêne massif, les doigts croisés sous le menton, et me regardait d'un regard fixe et indéchiffrable. Il paraissait banal à première vue. La trentaine, les cheveux poivre et sel, un costume un peu trop ample, mais il y avait chez lui une netteté indéniable, un pragmatisme qui lui avait valu sa réputation d'avocat affûté. Il hocha la tête une fois tandis que je refermais la porte derrière moi. Je m'enfonçai dans le fauteuil en cuir en face de lui, le souvenir des jours précédents tournant en boucle dans ma tête. Le vol nocturne dans ma voiture, la froide constatation à la banque que mon nom avait été effacé, la vue d'un vétérinaire chez moi portant mon sweat à capuche. J'expirai et commençai.
Tout a disparu, dis-je d'une voix tendue. Mes comptes, mon crédit, mes outils, même mes dossiers, déchiquetés. J'ai fait glisser la pile de relevés bancaires sur le bureau, chaque page témoignant de la trahison de Kila. Le regard de Matteo parcourut les chiffres. Puis il sortit un carnet et un stylo propre. D'accord, dit-il doucement. Explique-moi tout, étape par étape. Son ton n'était ni condescendant ni bienveillant. Il était neutre, professionnel, exactement ce dont j'avais besoin. Alors, je lui ai raconté que je lui avais parlé du « non » qui me restait en bouche, du fait d'être entré dans mon garage et d'avoir trouvé tout ce que je possédais emballé dans des sacs poubelles, de la nouvelle de la banque selon laquelle je n'étais plus titulaire du compte. J'ai décrit le sourire suffisant du vétérinaire, le silence de Kila, le sourire narquois de Ronan tandis qu'il consultait son téléphone. Matteo griffonnait furieusement, posant parfois une question pour clarifier les choses. Une date par-ci, un nom par-là, comme s'il traçait les contours d'une affaire. Quand j'ai eu fini, Matteo s'est penché en arrière et m'a observé. Ce n'est pas rien, a-t-il finalement dit. C'est une campagne à plusieurs niveaux. Fraude financière, destruction de biens, vol d'identité potentielle. Plusieurs pistes s'offrent à nous. Le soulagement m'envahit. J'étais submergé par une tempête d'adrénaline et de peur. Un phare s'est levé. Matteo tapota son stylo sur le bureau. Premier geste, on gèle votre crédit. Toute tentative d'ouverture de nouveaux comptes, de transfert de fonds ou de falsification de votre identité financière déclenchera l'alarme. J'ai hoché la tête. L'idée de reprendre ne serait-ce qu'un tout petit peu de contrôle me faisait l'effet d'une gorgée d'eau dans le désert. Matteo a ensuite poursuivi, eh bien, demandez au tribunal une ordonnance d'urgence vous accordant l'usage exclusif de la maison. Votre acte de copropriété vous donne qualité pour agir, mais il faut que le juge exclue physiquement toute autre personne jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Je me suis penché en avant. Cela signifie qu'un vétérinaire et Ronin doivent déménager. J'ai demandé. Matteo a souri légèrement. Exactement. Il a tapoté une ébauche imprimée du dossier. Voici l'ordonnance. C'est simple. Nous joindrons vos relevés bancaires, l'acte authentique et une déclaration sous serment de votre part relatant les événements. J'ai tracé les lignes en gras de l'intitulé du tribunal de première instance du comté, requérant mon nom. Ces mots semblaient puissants, un bouclier contre la guerre qu'ils avaient déclarée. Il mit le brouillon de côté et tapota une autre page. Ensuite, nous demanderons une ordonnance du tribunal pour la restitution de vos biens personnels, documents, appareils électroniques, objets de famille. Nous invoquerons les lois sur la conversion et la destruction des biens personnels. Mon estomac s'est noué à l'idée de les forcer à me remettre mes affaires, mais je savoure la promesse de récupérer mes papiers d'identité et mes sauvegardes de fichiers. Et les fichiers détruits ? Demandai-je. L'expression de Matteo se durcit. Nous inclurons cela comme preuve de destruction volontaire. Le tribunal peut les contraindre à produire les originaux restants, actes de naissance, contrats de travail, police d'assurance, ou nous obtiendrons des duplicata par les voies officielles. Nous enchaînerons chaque lambeau dans votre dossier. Son dernier point fut formulé bas. Un avertissement. Vous devez éviter tout contact direct. Laissez-moi gérer la communication. Toute menace ou confrontation de votre part compromettrait notre dossier. J'ai hoché la tête, soulagé de lui confier le fardeau des négociations. J'aurais voulu prendre d'assaut la maison armée de ma boîte à outils, mais le raisonnement calme de Matteo m'a rappelé que la force brute n'était pas mon allié. Il s'est levé et m'a tendu un dossier contenant les copies de tous les documents. Nous les déposons aujourd'hui. Vous vous détendez et attendez l'audience. Elle sera probablement fixée dans quelques jours, compte tenu de l'urgence. Je lui ai serré la main, sentant la force de sa poigne. Merci, ai-je dit, sincèrement. En sortant de son bureau, le soleil de fin d'après-midi était bas dans le ciel, peignant la ville d'or et d'ombre. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti de l'espoir plutôt que de la colère. Ce soir-là, assis dans une chambre de motel bon marché avec un contenant de nourriture à emporter, j'ai déballé le dossier. La simplicité juridique s'estompait, mais chaque phrase résonnait. Prière pour obtenir réparation. Ordonnance accordant l'usage exclusif. Avis d'audience. J'ai envoyé un texto à Arlo que je n'aurais pas besoin de son canapé ce soir. J'avais un plan. J'ai passé un appel à un service de surveillance de crédit pour adopter le gel. La voix automatisée a confirmé qu'aucun nouveau crédit ne pouvait être ouvert à mon nom.
Je me suis permis un petit sourire. Progrès vital. J'imaginais Yvette lisant la convocation, imaginant le choc sur ses traits près lorsque le shérif est arrivé pour servir ses papiers. J'imaginais l'expression suffisante de Ronin se précipitant en incrédulité alors qu'il réalisait qu'il pouvait être retiré de la maison, une maison à laquelle il n'a jamais gagné le droit. Et Kila, je ne savais plus où se tenait Kila. Qu'elle s'effondre avec la culpabilité ou de fortifier sa résolution contre moi, c'était son choix, pas le mien. J'ai alimenté mon téléphone et j'ai regardé le plafond, la fatigue tirant sur mes paupières. J'ai pensé à mon chien, Liberty, en attendant quelque part pour moi. J'ai pensé au matin tranquille que j'avais passé une fois sur notre porche, notre café à la main, planifiant la prochaine phase de ma vie avec Kilo à mes côtés. Tout cela semblait distant, presque irréel. Mais maintenant j'avais quelque chose de solide, un mandat légal, un chemin clair de retour à la vie qui avait été volée. Demain, je me présenterai au palais de justice dans une chemise et une cravate croustillante, je porterai mes preuves sur le banc et exigerai ce qui était à moi. Matteo parlerait, le juge écouterait et il émettait une ordonnance qui ferait tourner les tables. Le feu que Kila a commencé dans ma vie serait éteint par l'état de droit, et les flammes exposeraient la vérité que je ne saurais jamais effacer. Je me suis installé dans le canapé usé mais accueillant de l'appartement d'Arlo. Le coussin portant toujours de faibles empreintes de ses marathons de jeux du samedi soir. La télévision brillait silencieusement, s'arrêta sur le match de la nuit dernière. Mais mes yeux étaient fixés au plafond, tracés des fissures que je n'avais jamais remarquées auparavant. Même ici dans ce refuge temporaire, je ne pouvais pas secouer la tension tricotée à travers mes épaules. Mon téléphone a bourdonné sur la table basse, son écran montrant un numéro bloqué et des lettres gris ternes. Chaque instinct m'a dit de l'ignorer. Bloqué signifiait des ennuis, mais j'avais besoin de savoir qui m'appelait maintenant. J'ai exploité le bouton de réponse et tenu le téléphone à mon oreille. Un rire déformé a crépité à travers l'orateur, dur et moqueur. Vous pouvez arrêter de pleurer maintenant, venait la voix de Ronan, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Mon cœur a martelé. Chaque nerf de mon corps s'est resserré. Kyle a fini avec toi, continua-t-il, l'amusement hasteant chaque syllabe. Nous le sommes tous. Il s'arrêta, permettez-moi d'absorber la piqûre de ses paroles, puis se pencha comme s'il partageant un secret. Oh, et ton ordinateur portable. Vous voudrez peut-être modifier vos mots de passe. Certains de vos trucs de travail sont vraiment intéressants à regarder. La ligne a cliqué avant de pouvoir répondre. J'ai regardé le téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent à sonnette, venimeux et inattendu. Mon souffle pris dans ma gorge, un mélange de colère, de peur et d'incrédulité tourbillonnant dans ma poitrine. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et je me suis penché en avant, appuyant mes coudes dans mes genoux. La lumière fluorescente au-dessus a scintillé, et pendant un instant, la pièce se sentait suspendue entre les ombres. Arlo a regardé les yeux de son contrôleur de jeu, « Tout va bien ?» demanda-t-il, une préoccupation évidente dans son ton. J'ai forcé un signe de tête, mais la taillée dans mes mains m'a trahi. C'est Ronin, dis-je doucement. J'ai relayé le contenu de l'appel, les railleries sur Kila, la menace concernant mon ordinateur portable et mes fichiers de travail. La mâchoire d'Arlo se serre. C'est du harcèlement, a-t-il dit, voix basse. Vous l'avez enregistré, non? J'ai à nouveau hoché la tête, pêchant le téléphone et lui montrant l'icône d'enregistrement clignotant toujours à l'écran. Bien, dit-il. Enregistrez tout. Ensuite, appelons la police. J'ai apprécié la présence inébranlable d'Arlo. Dans ce tourbillon de tromperie et de trahison, il a offert un port calme. Ensemble, nous avons conduit dans le quartier local. Sa façade en briques s'accroupissant et sans prétention, un contraste frappant avec l'agitation qui fait rage dans mon esprit. À l'intérieur, l'air sentait les produits de nettoyage institutionnel et la conversation étouffée. Un officier en uniforme nous a fait signe vers un bureau latéral où un détective se pencha en arrière sur sa chaise. En étudiant un dossier, j'ai expliqué la situation, mon compte dépouillé, ma maison envahie. Maintenant, cet appel suggérant un accès non autorisé à mes données personnelles et professionnelles. J'ai remis mon téléphone et avec des doigts tremblants, j'ai joué à l'enregistrement. L'expression du détective s'est durcie alors que le ton moqueur de Ronan remplissait la salle d'interview exiguë. Harcèlement, a-t-il confirmé. Intentionnel, ciblé et documenté. Nous déposerons un rapport. Il a griffonné des détails dans l'ordinateur, en cliquant sur soumettre avec la finalité. J'ai ressenti une mesure de soulagement, comme si le poids sur ma poitrine s'était légèrement soulevé.
Mais je savais que la menace était réelle. Je n'avais pas affaire à des carrés ordinaires. J'étais contre des gens qui traverseraient des lignes juridiques sans hésitation. Nous avons quitté la station avec un numéro de cas et une promesse qu'une enquête suivrait. Mais les détectives qui se séparaient des conseils raisonnaient de façon inquiétante, soyez prudents. Les harceleurs dégénèrent souvent lorsqu'ils savent que la police est impliquée. De retour à Harlow, je pace la longueur du salon, passant des scénarios à travers ma tête. Les paroles de Ronin sur mon ordinateur portable me hochent la tête. Mon ordinateur détenait des fichiers de projets sensibles, des prototypes clients, des emails que je ne pouvais pas me permettre d'avoir exposés ou falsifiés. Je me suis alimenté sur l'ordinateur portable, les mains qui tremblaient encore et je me suis connecté. Tout semblait intact, mais cela ne voulait pas dire que quelqu'un n'avait pas laissé de trous numériques dans l'ombre, prêt à bondir. J'ai effectué une analyse complète du système, retenu mon souffle alors que les barres de progrès ont rampé sur l'écran, puis j'ai installé chaque mise à jour de sécurité que je pouvais trouver. J'ai changé les mots de passe, la banque, les emails, les portails de travail, chaque nouvelle chaîne plus complexe que la précédente. Quand j'ai fini, j'ai ressenti un sentiment de sécurité fragile. Comme si j'avais corrigé une violation dans un barrage qui menaçait toujours d'éclater. Tard dans la nuit, alors qu'Arlo ronflait doucement sur le canapé derrière moi, je me suis assis à sa table de cuisine, passant par des emails et des messages. Parmi eux, une notification du service informatique de mon entreprise a signalé une tentative de connexion non autorisée d'une adresse IP inconnue. Mon sang a couru froid. Celui qui avait appelé était de tester mes défenses même pendant que j'étais à la gare. J'ai transmis l'alerte de Matteo. Dans les 10 minutes, sa réponse est arrivée. Déposer un deuxième rapport. Cyberintrusion. Je vais rédiger une lettre Candy pour un service immédiat. Ne communiquez plus avec eux. J'ai rédigé le cyber-rapport en ligne, racontant la tentative d'intrusion, l'accès financier volé, l'appel de harcèlement. Mes mains ne tremblaient pas autant maintenant. L'adrénaline avait cédé la place à une détermination stylie. J'ai joint des captures d'écran des alertes de connexion, mon enregistrement de l'appel de Ronan et la déclaration bancaire montrant les transferts non autorisés. En un dernier clic, je l'ai soumis. Un numéro de confirmation est apparu. Numéro de cas 347 195. Il s'agissait maintenant d'une offensive juridique à plusieurs volets, civil, criminel et numérique. Quand je me suis finalement allongé dans la chambre à coucher, l'épuisement m'a dépassé immédiatement. Mon esprit tourbillonnait de plans, de crédits de gel, d'ordonnances judiciaires, de rapports de police. Mais en dessous, tout se trouvait une seule vérité incassable. Je ne serais pas chassé de ma vie sans me battre. Mon identité, ma carrière, ma maison valaient au combat, et j'avais plus d'alliés que d'ennemis. Matteo préparait des documents juridiques. La police enquêtait. Arlo a offert un soutien inébranlable. Même mes collègues ont regardé mon dos. Alors que je me suis endormi, j'ai imaginé le sourire suffisant de Ronan remplacé par la confusion et la peur lorsque Gavel d'un juge a ramené une ordonnance lui interdisant d'un rayon de bloc 3B. Et lorsque la police est arrivée à sa porte en demandant des réponses sur les données volées, j'ai imaginé le sang-froid de Livet s'effondrer sous un examen légal. J'ai imaginé qu'il a partout où elle était confrontée à des preuves de trahison qu'elle ne pouvait plus nier. Dans le calme de la nuit, alors que mon souffle se cache et mon rythme cardiaque ralentit, j'ai trouvé une mesure de paix. Je m'étais transformé d'un homme de street bear en un avec une stratégie, une forteresse de boucliers juridiques et de défense technologique. Les railleries de Ronin n'étaient rien d'autre que du bruit contre le cœur de la preuve et de la justice procédurale que je réunissais. Demain, je retrouvais à nouveau Matteo, serrais les vis et avançais en avant. Mais pour l'instant, j'ai fermé les yeux et laissé l'obscurité m'envelopper, certain que l'aube me trouverait plus fort, plus résolu et prêt à récupérer chaque morceau de ma vie. Le matin après avoir déposé le rapport de cyberintrusion, le monde a senti une teinte plus sombre, comme si les ombres s'étaient plus longues pendant la nuit. J'ai conduit au bureau avec mon cœur battant. Chaque trafic allume une nouvelle vague d'adrénaline. Les rangées de cabines m'ont accueilli comme des sentinelles silencieuses. Les humophones et le tapotement des claviers de fond statique, je trouvais généralement réconfortant. Aujourd'hui, c'était comme un compte à rebours. Dana, mon manager, est apparue à ma porte avant même d'atteindre mon bureau. Son expression polie mais serrée. Matin. Elle a dit que quelque chose est venu. Les RH ont signalé une demande inhabituelle pour vos informations fiscales et salariales. Ils ne pensaient pas que vous ayez fait l'appel. Pouvez-vous passer plus tard afin que nous puissions clarifier cela?
J'ai gelé un instant, réalisant la profondeur de l'attaque. Mes ennemis ne se contentaient pas de me harceler à la maison ou d'essuyer mes comptes. Maintenant, ils essayaient de saper ma réputation professionnelle. S'ils réussissaient, je pourrais perdre mon emploi, ce qui écraserait tout espoir de reprise financière. J'ai masqué ma panique derrière un signe de tête calme. Absolument, dis-je. Merci de me l'avoir fait savoir. Elle a offert un petit sourire rassurant, qui n'a pas tout à fait atteint ses yeux et s'est excusée. J'ai fermé la porte de mon bureau et coulé dans ma chaise, passant une main dans mes cheveux. Il construisait une affaire contre moi, contre mon intégrité, en faisant semblant d'être moi et en cherchant les enregistrements même qui exposeraient mes contributions et mes responsabilités. S'ils ont eu accès à mes W2, mes déclarations de dépôt direct, mes rapports de dépenses, ils pourraient fabriquer des preuves pour montrer que je ne tire pas mon poids, que je n'étais peut-être même pas employé. J'ai retiré tous les morceaux de documentation qu'il me restait. Payub a imprimé il y a des semaines, factures de services publics en mon nom, reçu des voyages d'affaires, factures pour le travail client. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à enregistrer toutes les contributions que j'avais apportées au cours de la dernière année, des montants en dollars, des dates, des numéros de compte, des lignes de service, chaque transaction qui montrait mes versements hypothécaires, mes dépenses de ménage partagées, même les transferts mensuels VMO que j'avais effectués à kilo pour les épiceries. C'était un travail fastidieux, mais nécessaire. Pendant que je remplissais les cellules, j'ai réalisé que ce dossier pouvait servir de fin. Défendez-moi au travail et renforcez mon dossier devant le tribunal. S'ils voulaient jouer sale, je leur montrerais que je connaissais tous les sales aussi. À midi, j'avais un classeur rempli de sections organisées. Vérification de l'emploi, contributions financières, journaux informatiques, biens personnels. Chaque onglet a été étiqueté, chaque page numérotée. J'ai imprimé plusieurs exemplaires et les traversés. Alors que je me dirigeais vers les RH, j'ai repéré Dana dans le couloir pour parler doucement avec un spécialiste des RH. Ils ont tous deux levé les yeux lorsque je me suis approché. Dana s'avança en premier. « Merci d'être venu si rapidement », a-t-elle déclaré. « Il pensait que vous pourriez être celui qui a appelé. Les RH veulent juste vérifier. » Je lui ai offert un sourire contrôlé. « Laissez-moi expliquer. Nous avons emménagé dans une petite salle de conférence avec des murs stériles et une table ronde qui avait vu trop de réunions comme celle-ci. Le spécialiste des RH, une femme du nom de Thomas, m'a fait signe de m'asseoir. J'ai pris mon classeur et l'ai placé en bonne place sur la table. Je comprends que vous avez reçu une demande pour mes documents fiscaux et l'historique des salaires. J'ai commencé. Cette demande ne m'est pas venue. C'était une tentative d'accès non autorisée. Je vous ai fourni mes propres documents vérifiés. J'ai ouvert le classeur à l'onglet Vérification de l'emploi et remis des copies aux deux femmes. Voici mes talons de paie au cours des 12 derniers mois. Une lettre de la paie confirmant mon salaire actuel et le journal du service informatique ne montrant aucune demande interne d'informations supplémentaires de mon compte. Je me suis arrêté pour les laisser scanner les pages. Les épaules de Danae. Thomas fronça les sourcils au document. Ceci est complet, a-t-elle dit, traversant les serrures. Nous n'avons jamais vu quelqu'un apporter ce niveau de détail auparavant. Je me penchai en avant, la voix calme mais ferme. Ils construisent un récit pour me peindre comme un digne de confiance. Peut-être justifié de réduire mes heures ou de me refuser le soutien. Je ne peux pas laisser cela se produire. Thomas a mis les papiers de côté. Nous allons signaler cela dans votre dossier et alerter les gestionnaires pour ne pas honorer de demande d'information fiscale sans votre consentement écrit. Dana hocha la tête en accord. Un soulagement m'a lancé. Une marée de gratitude que je ne m'attendais pas. Merci, dis-je doucement. J'apprécie votre aide. En quittant la pièce, Dana m'a fait un câlin rapide. Accrochez-vous, murmura-t-elle. J'ai offert un petit sourire et je suis retourné à mon bureau, liant à la main. Les cabines se sentaient moins menaçantes maintenant, le bourdonnement moins oppressant. Ce soir-là, je me suis retiré dans mon bureau temporaire de l'appartement d'Arlo. Je me suis effondré dans la chaise et j'ai regardé la pile de liens sur la table. Mes yeux se sont installés sur les données de 20 mots enterrés sous des contributions financières. En parcourant les archives de l'application, j'ai confirmé chaque transaction. Paiement mensuel à Ronin étiqueté soutien, aide, loyer. La somme au cours de la dernière année a été stupéfiante, près de $10 000. Cela a expliqué les comptes bancaires presque vides.
Ils m'ont nettoyé pour financer le séjour de Ronan et les revendications de charges de Padavet. La trahison coucha profondément. Kila l'avait permis. J'ai fermé les yeux et respiré profondément, sentant un réservoir de force s'élargir en moi. Le lendemain, j'ai rédigé une requête en présentant cette preuve financière devant le tribunal, complétant les documents déposés de Matteo. J'ai écrit un résumé concis. Les contributions directes du pétitionnaire aux dépenses des ménages ont été détournées sans consentement vers un tiers constituant la conversion des actifs conjugaux. J'ai joint des captures d'écran du grand livre de 20 mots et calculé la perte totale. Avec une dernière critique, j'ai envoyé la requête à Matteo avec la ligne d'objet, de nouvelles preuves, des transferts cachés. Sa réponse est venue en quelques minutes. Excellent travail. Nous incorporerons cela tout de suite. J'ai fermé mon ordinateur portable, savourant un rare moment d'accomplissement au milieu du chaos. Cette nuit-là, j'ai marché Liberty, mon chien, mon compagnon inébranlable, le long de la rue calme près de la place d'Arlo. L'air frais était une bombe à mes nerfs effilochés. Liberty a reniflé à chaque lampadaire, remuant la queue, ignorant la tempête qui avait déraciné nos vies. J'ai porté une main sur sa douce fourrure, sa présence constante me gênant. J'ai réalisé que même s'ils avaient essayé de détruire ma vie, ma maison, mes finances, ma réputation, ils ne pouvaient pas briser mon esprit. Chaque fait que j'ai découvert, chaque document que j'ai obtenu était une brique dans une nouvelle fondation. Et avec la liberté à mes côtés, j'ai eu la résolution de voir cela à travers. Dans les jours qui ont suivi, notre cas a progressé avec un élan surprenant. Matteo a déposé la requête supplémentaire et le tribunal a accordé une date d'audience plus tôt que prévu. La semaine a abouti à une conférence judiciaire où le juge a examiné les éléments de preuve dans Chambers. Je me suis tenu devant la porte de la salle d'audience par la suite, l'adrénaline me jetant à travers moi alors que le BEF m'a remis une commande estampillée. Je l'ai ouvert pour constater que non seulement le juge avait émis l'ordonnance d'utilisation exclusive pour la chambre, mais il avait également reconnu le préjudice financier en raison des transferts non autorisés. L'ordonnance comprenait une injonction préliminaire interdisant à Kila et Yves de retirer ou d'éliminer les actifs matrimoniaux et une directive selon laquelle Ronan quitte les locaux dans les 24 heures. Ma vision s'estompa alors que le soulagement et la justification m'étaient écrasés sur moi. J'ai conduit directement à la maison, serrant la commande. Le SUV d'Yves et le camion de Ronan étaient toujours stationnés dans l'allée, inconscients de la tempête légale. Je me suis garé à 2 pâtés de maison et j'ai approché la porte d'entrée avec des marches mesurées. Liberty a marché à mes côtés, sa laisse enseignait avec but. J'ai frappé fermement. À l'intérieur, les pas résonnaient. La porte s'ouvrit et le visage d'Yvette semblait pâle, stupéfait. J'ai levé le papier. Vous avez un jour, dis-je tranquillement. Le tribunal le dit. Ses yeux se détachaient vers le document, la compréhension et la fureur se précipitant dans son regard. Ronan a émergé derrière elle, l'iride. Il a jeté un coup d'œil à l'ordre et a hoché la tête comme un homme condamné. Les lèvres d'Yvette pressaient dans une fine ligne. Vous pensez que le juge se soucie de votre gâchis? Siffla-t-elle. J'ai laissé Liberty avancer et a planté ses pattes sur le tapis de bienvenue. Il le fait, dis-je, et sa parole est définitive. Je me détournai, la poitrine se soulevant alors que le camion de Ronan gronda devant moi. Yvette a fermé la porte, mais j'ai entendu le moteur rugir de l'allée. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai senti le poids du désespoir, remplacé par la chaleur régulière de la victoire. J'ai tapoté la tête de Liberty et chuchoté, nous rentrons chez nous, fille. Et ensemble, nous avons marché dans la rue vers la maison que j'avais combattue pour récupérer, prête à reconstruire notre vie des cendres de leur tromperie. Lorsque Matteo m'a appelé dans son bureau tôt ce matin-là, j'ai senti l'urgence dans son ton avant même de fermer la porte derrière moi. Il m'a fait signe à un siège, le soleil de fin d'après-midi inclinant à travers les stores et jetant des ombres rayées sur son bureau poli. Son expression généralement calme était tendue, comme s'il venait avaler quelque chose d'amer. Ils sont devenus publics, a-t-il dit, voix basse. J'ai senti un picotement froid de terreur alors qu'il glissait une capture d'écran imprimée sur le bureau. La publication Facebook Diète, une chape épique pleine de demi-vérités venimeuses et de mensonges purs et simples. Elle m'a accusé d'avoir abandonné Kila dans son temps de besoin, d'essayer d'expulser un cousin en rétablissement vulnérable, et pire que tout le monde, de voler ma propre femme. Ces mots ont été plâtrés sur son mur partagé par des dizaines de connaissances mutuelles et étiquetés avec mon profil LinkedIn. Ma poitrine s'est resserrée. J'ai jeté un coup d'œil à Matteo qui a tapé le papier avec une épingle. Diffamation,
dit-il simplement. Et nous devons riposter avant que cela ne va plus loin. Il m'a remis une lettre. Demande de rétraction des bandes. Menace de procès si elle n'a pas supprimé ses posts dans les 24 heures. Bien déposer ceci aujourd'hui, a-t-il poursuivi. Mais vous devez considérer une décision plus agressive. Avis public de votre propre. Exposant les faits avec des preuves à l'appui. J'ai hoché la tête, le cœur. L'idée de traîner notre cauchemar privé sous les projecteurs m'a fait peur, mais je savais que le silence ne ferait que les rumeurs se dégager. Plus tard dans la journée, je me suis assis à mon bureau temporaire dans la chambre de rechange d'Arlo, rédigeant une déclaration concise. J'avais été illégalement retiré des comptes bancaires, mes biens personnels volés et détruits, et de fausses allégations ont circulé pour couvrir les vrais auteurs. J'ai joint des copies numérisées des relevés bancaires, l'ordonnance du tribunal m'offre à l'utilisation exclusive de la chambre et l'affidavit de la police confirmant les rapports de harcèlement et d'intrusion numérique. Je l'ai préparé pour la distribution à mon réseau professionnel ARH à la page de la communauté locale où le poste DV était apparu. Les mots coulaient avec une clarté surprenante. L'injustice leur a prêté une énergie féroce. Avant de cliquer sur Send, je me suis arrêté, rappelant le visage de Kila quand elle m'avait vu pour la dernière fois. Elle avait porté l'indifférence comme une armure, mais je soupçonnais la culpabilité qui s'attardait toujours en dessous. J'ai réfléchi sur le lien que nous avions partagé, comment j'avais cru autrefois notre partenariat incassable, et j'ai réalisé que maintenant je me suis battu non seulement pour ma réputation, mais pour la vérité elle-même. J'ai cliqué sur Poste, mon estomac, et j'ai attendu. En quelques minutes, des collègues ont contacté des messages privés, exprimant leur inquiétude, offrant un soutien, m'assurant qu'ils avaient vu la vérité dans les documents. Les RH ont transmis la déclaration à tous les gestionnaires. Les modérateurs du quartier ont supprimé la diatribe d'Yvet et bloqué son compte. Ce soir-là, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu de Serena, la petite amie d'Arlo. J'ai vu votre message, a-t-elle dit, la voix silencieuse mais stable. Je veux que vous sachiez que la vidéo qu'ils ont publiée de vous en se disputant avec Kila a été fortement modifiée. Vous étiez frustré, oui, mais jamais violent. J'ai les images complètes. Mon cœur a battu en décrivant comment Kila avait épicé l'enregistrement pour me lancer dans la pire lumière possible. Serena a proposé de partager la version non coupée comme preuve. En 1 heure, j'ai téléchargé le fichier, un clip de 30 minutes qui montrait le contexte authentique, ma protestation calme, les interruptions de Kila, les interjections de Ronan, la pièce à la résistance que je n'avais pas su que j'avais besoin. J'ai envoyé par courriel la vidéo complète à Matteo avec ma déclaration, lui demandant de le déposer comme preuve dans notre affaire de diffamation et de l'envoyer au tribunal et aux médias locaux si nécessaire. Alors que je frappe l'envoi, un sentiment de justification m'a lancé. Ils ont essayé de salir mon nom, de saper ma carrière et d'effacer mes contributions, mais j'ai transformé leur frottis en preuve de leur tromperie. Le champ de bataille numérique avait changé en ma faveur. Cette nuit-là, alors que je m'allongeais dans la chambre d'amis d'Arlo, j'ai ressenti une vague d'espoir fatigué. Les prochains mouvements seraient les dépôts juridiques stratégiques et, si nécessaire, la sensibilisation du public. Mais pour la première fois, je savais que la vérité prévaudrait et que le réseau de mensonges qu'il tournait s'effondrerait sous le poids des preuves et de l'intégrité. Quand je suis entré dans le palais de justice ce matin-là, les marches en marbre étaient incroyablement froides sous mes chaussures polies. Un rappel silencieux que la justice pourrait être aussi glaciale que puissante. J'ai ajusté ma cravate, j'ai carré mes épaules et j'ai franchi les portes lourdes dans la grandeur étouffée du hall. Gave frappe et faisant écho à des voix dérivées des salles d'audience, se mélangeant avec le bourdonnement lointain des lumières fluorescentes au-dessus de la tête. Mon cœur a frappé dans ma poitrine, non pas des nerfs, mais d'un sens féroce du but. Aujourd'hui, je récupérais ma maison et exposais le criminel vivant dans ses murs. Matteo m'a rencontré à l'entrée de la salle d'audience du juge Harper, une mallette en main et un signe de tête rassurant sur son visage. Nous avons échangé un coup d'œil rapide, pas de mots nécessaires. Il m'avait préparé à ce moment, exposant la stratégie pour déposer nos requêtes pour harcèlement, diffamation et, plus décisivement, violation de la libération conditionnelle de Ronan. J'ai atteint la poche de mon costume et j'ai donné à mon dossier de preuve une pression ferme, des déclarations bancaires, la vidéo non éditée, des rapports de police et enterré en bas, le dossier de libération conditionnelle de Ronan spécifiant l'exclusion de l'école de 500 pieds. Notre maison était assise à 3 maisons de Maple Grove Elementary. La violation était indéniable. À l'intérieur, le banc du juge était élevé, son vernis brillait sous un éclairage doux. J'ai pris position lors de l'appel et récité le fait succinctement.
Mon acte conjoint, le vol du compte, les invasions de la vie privée, culminant dans la résidence illégale de Ronan si proche de l'école. La salle d'audience était attentive, les sourcils du juge se sont cambrés lorsque j'ai remis les documents de libération conditionnelle signés. Matteo avait déjà jeté les bases, une injonction temporaire interdisant Kila et de jet du contact. Mais c'était le moment de sceller le sort de Ronan. Lorsque Matteo a présenté le dossier officiel de Ronan, le procureur s'est penché en avant en se rétrécissant d'intérêt. Le juge a lu tranquillement, puis leva les yeux. « Monsieur Mercé », a-t-il dit, la voix calme, mais faisant autorité. Il s'agit d'une violation claire des conditions de libération conditionnelle. Il a tapé le papier pensivement. J'ai l'intention de rendre une ordonnance de renvoi immédiat de Monsieur Ronan des lieux et de directement l'application de la loi pour le prendre en garde à vue. Le relief a traversé moi alors que les paroles de le juge faisaient écho dans la pièce. Je ressentais la présence de Liberty à mes côtés, son doux coup de pouce contre ma jambe de pantalon comme si elle a célébré avec moi. Kila était assis quelques rangées, flanqué par un vétérinaire, à la fois dans une épreuve de Kila. Le défi, bien que ses yeux ont trahi l'incertitude. Égoutté de sa posture. La salle d'audience halta doucement alors qu'il était libéré, la tête s'inclina, les yeux se dirigeant vers moi avec un mélange de ressentiment et de défaite. Je me suis expiré, une longue respiration qui a libéré des semaines de tension et de peur. Une fois que la salle d'audience a vidé, je suis resté avec Matteo pour finaliser la paperasse de l'ordre d'exclusion permanente et pour lutter contre la requête de soutien au conjoint temporaire de Kila rejetée. Grâce à la preuve de sa tromperie financière, le greffier a déposé les documents et j'ai regardé le juge signer chaque ordonnance avec des traits décisifs. Mon nom, ma maison et ma paix avaient été justifiés par le système même qu'ils avaient essayé de manipuler. Alors que je reculais dans la lumière du soleil à l'extérieur du palais de justice, je me sentais plus léger, comme si un grand poids s'était levé de mes épaules. La liberté d'Elimi à côté de moi, que remuant dans des arcs joyeux. Je me suis penché pour se gratter les oreilles. Nous l'avons fait, fille, murmurai-je. Le monde sentait différemment maintenant. Air croustillant, possibilités fraîches, liberté récupérée. Plus tard, j'ai conduit directement à la maison, cette fois avec une clé de rechange que j'avais sécurisée des semaines plus tôt. La porte s'ouvrit facilement et j'inspire l'odeur familière de la maison. De vieux planchers de bois franc, une faible lavande, et cette touche de café persistante. Kila se tenait dans l'entrée, des larmes striées, mais stables. Elle n'a rien dit. Son silence en dit long. J'ai posé ma mallette et je suis passé devant elle, appelant doucement « Liberty ». Le chien a couru dans le salon, me tournant avec des écarts joyeux. Je me suis agenouillé pour la serrer dans ses bras, ignorant la vulnérabilité dans l'instant. Puis je me suis levé et je me suis tourné vers Kila. « C'est fini, dis-je tranquillement. Vous pouvez partir ou vous pouvez rester et commencer à reconstruire. » Ma voix n'a pas eu d'amertume, seulement de la clarté. Elle hocha la tête une fois, la tête s'inclina et quitta la pièce. Seul enfin, j'ai fermé la porte, penché mon dos contre lui et laisse l'immobilité s'installer autour de moi. Les échos de la trahison s'étaient fanés, remplacés par la cadence mesurée de mon propre souffle. J'ai regardé autour du salon, intact une fois de plus, grâce aux ordonnances du tribunal empêchant davantage la falsification, et ressenti une fierté silencieuse. La maison qui m'avait tourné vers moi m'a maintenant accueilli à la maison. La guerre a été gagnée. Maintenant est venu le travail de guérison et de reconstruction. Et alors que je regardais par la fenêtre sur la rue, sachant que Ronan ne s'assombrirait plus jamais notre seuil, j'ai réalisé que j'avais gagné plus que la victoire. J'avais gagné mon nom, ma maison, et surtout ma paix. Le silence dans la maison a été la première chose que j'ai remarquée. Pas de télévision éclatante, pas de pas sur le bois dur, pas de conversation téléphonique bruyante dans la cuisine, juste silencieuse, stable, apaisante, complète. Je me tenais dans le hall, Liberté à mes côtés alors que la lumière de l'après-midi se répandait par les fenêtres avant. Tout se sentait immobile, comme la maison elle-même attendait d'exhaler. Pendant des semaines, il était assiégé, envahi par des voix qui n'appartenaient pas, encombré de jugements et de contrôle. Mais maintenant, c'était à moi à nouveau. La décision du juge avait été rapide et claire et exclusive de la maison qui m'a été attribuée. Ronan avait 24 heures pour quitter. Kilo a été exclu de tout numérique contact à moins qu'il ne concerne directement les procédures judiciaires et le soutien du conjoint refusé. Le tribunal avait vu à travers la charade, à travers les images éditées, la pitié fabriquée, la façade de l'impuissance. Ronan avait essayé de courir.
Le vétérinaire avait gémi comme quelqu'un était mort. Et d'une certaine manière, quelque chose avait leur emprise sur ma vie. J'ai regardé de l'autre côté de la rue lorsque Ronan a été arrêté. Son camion n'a même pas sorti de l'allée. Liberty était assise calmement à côté de moi alors que des officiers le menottaient sur ma pelouse. Kila se tenait gelée sur le porche, ses boucles d'oreilles perlées attrapant le soleil, sa bouche tremblante alors qu'elle essayait de comprendre comment tout s'est effondré. Cria Yvette aux officiers, agitant des papiers, mais personne n'a écouté. Plus maintenant. 2 mois plus tard, Kila a essayé de reculer quelque chose, pétitionnant pour 50 sur la maison pour accéder à un compte qu'elle pensait ne pas pouvoir toucher. Mais les tribunaux n'étaient pas d'accord. J'avais la preuve de chaque dollar volé, chaque fichier manipulé. Le compte qu'elle avait ouvert en secret déjà figé. L'avocat qu'elle avait embauché dépassé par Matteo avant la fin de la première audience. J'ai gardé la maison. J'ai obtenu le plein contrôle de nos économies conjointes. J'ai rouvert mon compte personnel sous mon nom seul. Liberty avait son vieux lit dans le coin du salon et j'ai humé dimanche matin. Café noir, silence et lever du soleil. Je parie actuellement sous enquête pour harcèlement numérique et fraude à l'identité. Je n'ai pas entendu parler d'elle depuis. Quant à moi, je suis de retour au travail. Mon crédit est propre, ma réputation intacte. Les clients qui ont vu la campagne de diffamation ont tendu la main, non avec des soupçons, mais un soutien. Il s'avère que la vérité se déplace plus lentement que les mensonges, mais elle frappe plus fort quand elle atterrit. Et Liberty, elle dort près de la porte maintenant, les oreilles se contractant en paix, pas à l'alarme. Son nom correspond plus que jamais, car il ne s'agissait pas seulement de vol ou de trahison. T.